Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant le rapport entre les différents types de liaisons entre les atomes et les structures cristallines et les types de matériaux que l'on obtient ainsi. Alors, les liaisons se classent en gros en deux types de liaisons. Il y a les liaisons covalentes, comme dans l'hydrogène, ou le méthane, CH4, ou le carbone. Ces liaisons covalentes ont un caractère directionnel. On l'a vu avec les structures dans les liaisons chimiques, avec les structures sp, sp2, sp3, où la liaison est liée à la structure électronique de l'atome, et donc il y a des directions bien particulières pour les liaisons. L'autre type de liaison, c'est les liaisons du type ionique, où l'électron n'est pas partagé entre les atomes, mais échangé. On a un ion négatif, un ion positif. Un exemple typique, c'est le chlorure de sodium, le sel de cuisine, NaCl, où on a un atome, alors un ion chargé positivement et un ion chargé négativement, et les deux s'attirent. Dans ce cas-là, la liaison n'est pas directionnelle, il s'agit d'une simple attraction entre deux ions. Alors, à partir de là, on a plusieurs types de cristaux. Il y a d'abord les cristaux covalents, qui sont donc dus à des liaisons covalentes. Un exemple très typique, c'est le carbone. Dans la structure du diamant, le carbone a une valence 4, et chaque atome de carbone se lie à 4 autres atomes de carbone en formant un tétraèdre pour les 4 liaisons. Donc un tétraèdre régulier, une pyramide à base triangulaire. Et l'empilement des différents tétraèdres donne une structure à face centrée, vous pouvez essayer de vérifier. Donc une structure assez compacte. Ça donne des structures cristallines particulièrement stables, le diamant est très stable, des densités moyennes, de faibles à plus ou moins fortes, des matériaux très durs, parce que les liaisons covalentes sont très solides, à des points de fusion fort élevés, pour les mêmes raisons. Et ce sont des isolants électriques. Les électrons étant bloqués dans les liaisons, on a un isolant électrique parce que les électrons ne circulent pas. Un autre exemple, sur lequel nous allons aussi revenir un peu plus tard, c'est le graphite. Dans le graphite, on a une liaison de type sp2 et deux liaisons de type sp. Donc en fait, le carbone forme une double liaison avec un autre carbone et deux simples liaisons, formant ainsi un triangle plat. Et l'ensemble de tous ces triangles donne, au graphite, une structure hexagonale plate, comme un réseau de nids d'abeilles. Et donc, il forme des feuilles. Nous en avions déjà parlé. L'électron ici, la double liaison, l'électron est en fait délocalisé et peut former des doubles liaisons ailleurs, simplement se déplaçant dans le matériau. Il est totalement délocalisé. Nous avons déjà vu ce phénomène, comme avec le benzène, par exemple. Et ces électrons non localisés font que ils peuvent se balader, et donc ça devient un bon conducteur électrique. Le graphite est un bon conducteur. On s'en sert parfois pour des électrodes, par exemple. Les électrodes en graphite. De fait de sa structure de feuilles, le graphite n'est pas non plus très solide, il est ductile, les feuilles pouvant glisser facilement les unes sur les autres. Un autre type de cristal, c'est le cristal donc ionique, comme le chlorure de sodium, le sel de cuisine, le NaCl. Les atomes de chlore, puisque la structure n'est pas orientée, les ions de chlore vont avoir tendance à s'entasser de manière particulièrement compacte. Et une structure compacte, c'est la structure cubique face centrée. Mais ce n'est pas la structure du sel, parce qu'il faut aussi les sodiums. Les sodiums, petits ions positifs, forment des atomes nettement plus petits que les chlores. Et donc, ils viennent se loger entre les chlores, formant une structure sodium-chlore, 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 en structure, et le total est une structure
cubique, et non cubique face centrée. Ce n'est pas le plus compact, mais c'est dû au fait que le sodium et le chlore ont des tailles très différentes. Donc, évidemment, ça joue dans la structure. Les cristaux ioniques sont généralement de densité assez élevée. Ils ont des points de fusion modérés. Les liaisons ioniques sont plus faciles à casser, à séparer. Parce que l'électron n'est pas mis en commun, donc il y a juste de l'attraction électrostatique, il peut y avoir une certaine distance. Ils sont normalement non conducteurs, parce que les électrons restent au niveau des ions, sauf si on les fond, le sel fondu est bon conducteur, ou si on les met en solution. Alors on ne peut plus vraiment parler de cristaux, bien entendu. Du sel de cuisine qui est dissous conduit bien le courant, parce que les ions se déplacent dans le liquide et transportent la charge électrique. Un autre type de liaison, c'est la liaison métallique. Dans une liaison métallique, on a des ions avec une mer d'électrons qui baignent l'ensemble du matériau. Nous reviendrons sur les structures, la description des métaux. Donc, ils ont tendance, là aussi, à se mettre dans une structure relativement compacte, du type cubique ou hexagonal. Par exemple, le sodium, du sodium pur, pas du chlorure du sodium pur, forme une structure cubique centrée. La structure n'est jamais totalement compacte parce que les ions ont tendance à se repousser entre eux. Ils ont tous la même charge. Plus les atomes sont gros, et plus la distance va être faible parce que la masse à déplacer est plus grande pour une même charge électrique qui se repousse. Donc, au fur et à mesure que le numéro atomique augmente, on a une augmentation importante de la densité du métal. Ainsi, dans les numéros atomiques élevés, comme le mercure, le plomb, l'or, on obtient des métaux très denses, très lourds. L'osmium, qui est le summum, le plus lourd. Du fait de cette mer d'électrons, les métaux sont de très bons conducteurs, les électrons se baladant librement dans le matériau. Un autre type de liaison, ce sont les cristaux moléculaires. Donc on a un ensemble de molécules qui ne sont pas liées chimiquement entre elles, mais qui forment une structure parce qu'il y a une attraction typiquement par des forces de Van der Waals. Celles-ci sont assez faibles et diminuent en 1 sur R exposant 6, donc elles diminuent très vite avec la distance. On obtient donc des structures assez compactes. Un exemple, c'est l'hélium. L'hélium ne forme pas ou pas facilement des liaisons chimiques, et l'hélium pur est composé d'atomes qui ne sont pas liés chimiquement entre eux, mais s'attirent par force de Van der Waals. Il forme donc une structure plutôt compacte, hexagonale compacte, avec des structures non orientées, et les autres gaz rares forment plutôt des structures cubiques face centrées. Ces matériaux ont la particularité d'être relativement compressibles, d'avoir des points de fusion très faibles, parce que les facteurs Van der Waals sont extrêmement faibles. Et donc, il faut très peu de chaleur pour les faire fondre. Et l'hélium a la même particularité, à pression ambiante, de ne jamais être solide. Même au zéro absolu, il reste encore liquide. Il faut une pression élevée pour le solidifier. Et ces matériaux sont isolants, il n'y a pas d'électrons libres. Un dernier cas, ce sont des molécules, mais avec des liaisons hydrogènes. Elles sont un peu plus fortes que les liaisons de Van der Waals, elles sont un peu du style ionique. Et un exemple typique, c'est l'eau. Nous l'avions vu, la glace a une structure formée par les liaisons hydrogènes entre molécules d'eau. Et cristallise dans la structure hexagonale. Alors, il est pas rare d'avoir des structures mixtes, d'avoir plusieurs types de liaisons. Un exemple, je l'ai cité, c'est le graphite. Il forme des liaisons covalentes, mais à cause de la double liaison, cette liaison a un caractère de type métallique, avec des électrons délocalisés qui se déplacent dans le métal. Donc, on a souvent différentes sortes de choses.
On l'a vu, la taille des atomes joue. Donc il y a une très grande variété de structures dues à ces différents types de liaisons, différents atomes avec différentes structures, différentes tailles. C'est donc très riche. Voilà, pour une petite introduction à ces liaisons et structures. Dans la prochaine vidéo, je donnerai des éléments de cristallographie. Donc comment est-ce qu'on classe les cristaux, comment est-ce qu'on les décrit, ça sera utile pour la suite. Je vous remercie.